Les rencontres de la filière du véhicule industriel auront lieu le 17 novembre prochain à Lyon. Plus de 300 invités représenteront ainsi la filière. L'événement abordera notamment plusieurs thèmes, dont la transition énergétique et les nouvelles énergies. Gilles Durand, bonjour. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. Alors vous êtes secrétaire général de l'AFGNV, donc l'Association française du gaz naturel pour véhicules. Le gaz fait partie, on le sait, des nouvelles énergies, des offres énergie aujourd'hui. Qu'est-ce qui le différencie des autres comme électrique ou encore les biocarburants? Alors, ce qui les différencie d'électrique, c'est que déjà on a des stations d'avitaillement pour les véhicules lourds, ce qui Mhm. n'est pas encore le cas pour l'électrique. Et puis sur les biocarburants, en fait, nous avons le bio-GNV qui est en fait issu Qui est des aussi gaz connu. renouvelables et qui est un carburant renouvelable de seconde génération, c'est-à-dire qui n'est pas issu des cultures énergétiques. D'accord. Voilà. Et qui a un bel avenir promis selon l'Europe. D'autres gaz également, d'autres types de gaz? Alors il y a l'hydrogène. Donc là, pour le coup, il n'y a pas les stations, mais il n'y a pas non plus les véhicules encore disponibles. Donc on a un carburant avec des véhicules de technologie maîtrisée et des véhicules à des coûts tout à fait corrects avec les standards économiques de la filière du transport de marchandises. Donc ce qui est intéressant avec le gaz, c'est qu'il peut avoir, c'est ça, des stations d'avitaillement, notamment des corridors comme il en existe aux États-Unis. Oui, alors on a 277 points d'avitaillement aujourd'hui. On en aura un peu plus de 350 en fin d'année 2022. Donc on est vraiment sur une pente très très forte du développement à la fois des véhicules et des stations. Le parc utilitaire et camions gaz évolue en France, dans l'Hexagone? Ah oui, alors ça évolue très vite. En moyenne, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on a un taux de croissance en moyenne de 26%, qui est de 83% pour les autobus et de 30% pour les camions de transport de marchandises par an. On a 15 000 véhicules aujourd'hui, dont 60% de ces véhicules lourds sont sur le transport de marchandises et 40% sur le transport de voyageurs. C'est-à-dire que tout ce qui est bus, autocar, au gaz, il y en a beaucoup plus que les camions aujourd'hui? Alors, c'est pas qu'il y en a plus, il y en a un petit peu moins, je pense, mais il y a une dynamique très forte pour les autocars au gaz, Mhm. parce qu'il n'y a pas de véhicules électriques aujourd'hui disponibles avec des autonomies suffisantes pour le transport par autocar. Et par exemple, on a doublé le nombre de véhicules gaz en autocar déployés en 2021. On est passé de 2020, on avait 600 cars, aujourd'hui on a 1200. Alors parlons maintenant de l'offre constructeur de véhicules justement au gaz. Est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui pour répondre à la demande? Alors la gamme est assez complète. Ce qui nous manque, c'est qu'on a très peu de constructeurs qui proposent cette gamme. Qui sont plutôt, on va dire, pro-électriques pour certains. Alors certains sont pro-électriques, effectivement, d'autres sont multi-énergie, et puis on a bien sûr Iveco qui est vraiment centré sur le gaz naturel, le développement du gaz naturel. Alors point important, donc les crises sanitaires et économiques successives sont venues jouer un petit peu les troubles faits, alors que la transition énergétique était réellement lancée il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'en est-il du prix du gaz? Alors aujourd'hui, en fait, il faut parler du prix des énergies, parce que le prix du gaz a augmenté très fortement, le prix de l'électricité aussi, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'électricité. Donc c'est un phénomène général qui aujourd'hui est en train de remettre en cause la démarche de transition énergétique dans le transport lourd avec les énergies alternatives au pétrole. D'accord. Il y a eu un moment des camions au gaz qui restaient au parking, c'est un peu moins vrai aujourd'hui? Alors sur le transport de voyageurs, les villes qui ont des véhicules au gaz sont obligées de les faire tourner pour assurer le service Mhm. de distribution par autobus et autocar. Pour les transporteurs de marchandises, soit les véhicules étaient à l'arrêt, mais ce n'est pas forcément une bonne solution, mais ils étaient ramenés sur des petites missions, puisque moins on consomme de gaz, moins on va payer la facture de carburant. Donc ils ont mis le diesel sur des longues distances et le gaz sur les petites distances. Mais ce n'est pas une solution satisfaisante. Alors les transporteurs, donc les premiers utilisateurs, adhèrent aujourd'hui au gaz ou pas? Ou est-ce que ça reste encore, on va dire, euh, considéré comme assez dangereux, le gaz? Alors ça n'a jamais été considéré comme dangereux. L'industrie du gaz est une vieille industrie qui fait appel à des réglementations internationales extrêmement sévères et on n'a jamais eu d'incident particulier sur des véhicules gaz. D'accord. Donc ça c'est une fausse idée en fait. Oui, c'est une fausse idée, exactement. Alors, revenons sur les problématiques d'infrastructure. On l'a avec les autres énergies, donc un peu moins avec le gaz. Est-ce que les aides, notamment européennes, sont suffisantes pour développer, comme j'en parlais tout à l'heure, éventuellement un corridor européen de stations d'avitaillement? Alors on est assez fiers dans la filière, c'est que les presque 300 stations aujourd'hui qui sont en service en France ont été comment dire, créées
par des acteurs qui n'ont pas fait appel aux subventions publiques, Mhm. contrairement à l'électricité. C'est-à-dire qu'une station gaz, on décide d'investir dans cette station lorsqu'on a un nombre minimum de camions qui vont venir s'approvisionner. Donc c'est une filière qui est autoportée. On a toujours demandé, nous, des subventions pour l'achat des véhicules, qui sont un peu plus chers que les véhicules diesel, Mhm. entre 10 et 30%, suivant la technologie, si c'est du gaz liquide ou du gaz comprimé. Mhm. Mais nous, on a toujours demandé à subventionner la demande en carburant, mais pas l'offre en carburant. On parle beaucoup également du transport de cette énergie, du gaz. Est-ce qu'elle est aussi facile que le transport d'autres carburants alternatifs? Alors pour le gaz gazeux comprimé, Mhm. ça circule par les réseaux de gaz, donc il n'y a pas aucun souci particulier. Pour le gaz sous sa forme liquide, c'est transporté par camion, citerne, avec des citernes un peu spéciales parce que le gaz est transporté à moins 130 degrés, Mhm. mais ça se fait très facilement. Comme pour le gasoil, un transporteur peut avoir aussi sa cuve, entre guillemets, d'avitaillement de gaz. Alors c'est pas une cuve, ouais, Pas c'est une une cuve, station citerne plutôt. c'est une citerne avec une distribution de carburant. En général, les transporteurs qui font partie des acteurs qui investissent dans les stations font des stations publiques, c'est-à-dire pas réservées pour leurs propres besoins, mais ouvertes à leurs collègues. C'est par exemple les transports Ouch dans le nord de la France, D'accord. ou Pic et Charbonnier du côté de Dijon. Comment adhère aujourd'hui le transporteur français par rapport au transporteur allemand, par rapport au gaz? Est-ce qu'il y a une connaissance, assez d'informations sur cette énergie? Alors les Allemands ont fortement développé le gaz aussi pour les véhicules lourds. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, l'État allemand aide la filière du GNV à passer le cap du prix d'énergie, ce qui n'est pas encore le cas en France. On espère que ça va le devenir. Donc on a un léger retard alors. On a un léger retard, voilà. Par contre, en termes de développement de filière, on est parmi les pays en Europe qui ont développé le plus les stations et les parcs de véhicules. Gilles, pour terminer en 3 mots, si on peut, en 2 ou 3 mots, comment définir les principaux atouts du gaz? Ben, le gaz est propre, il est renouvelable et il est produit localement quand il est sous forme de biogaz. Il est propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'émissions de particules, Mhm. on a 2 fois moins d'émissions d'oxyde d'azote que sur le diesel. Il est renouvelable parce que le biométhane permet de réduire de 80% les émissions de CO2 en analyse du cycle de vie des véhicules. Mhm. Et enfin, il est produit localement parce qu'il est produit dans des méthaniseurs qui sont développés soit par les agriculteurs qui mettent leurs déchets agricoles, Mhm. soit par les collectivités qui mettent les bouts des stations d'épuration d'eau, soit par l'industrie agroalimentaire qui met ses déchets agroalimentaires, soit par les collectivités également qui y mettent leurs déchets ménagers. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir notamment sur cette énergie, sur le gaz et les autres énergies et de la transition énergétique plus largement lors des rencontres de la filière du véhicule industriel, donc le 17 novembre prochain à Lyon. Gilles Durand, merci. Merci Hervé.